Bon après-midi à vous toutes et tous. Donc, des coups et de leurs conséquences. Alors, à l'instar de Diane ce matin qui vous signalait que son titre était parti un peu vite et que le travail qui s'en est suivi est un petit peu différé, il s'agit un peu de la même chose pour moi. Donc, c'est un titre un peu fruit d'une précipitation, mais qui est lié à ce fait de société relatif à ces recherches en paternité ou ces contestations de paternité qui défrayent la chronique. J'avais en tête... C'est bon là ? J'avais en tête. Ah, bon, des hommes très attentionnés. J'avais en tête également ces contaminations par le VIH qui progressent inexorablement chez les HSH, ce que j'ai appris en lisant un compte-rendu de réunion issu de l'association de médecins gays. Donc HSH, il faut entendre hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Donc, cette contamination par le VIH dans cette catégorie humaine a une incidence 200 fois supérieure, je les cite toujours, à celle des hétérosexuels caucasiens. Donc, je m'interrogeais, qu'est-ce que cette sexualité masculine éclairée de si sombres conséquences ? Quels étaient ces modes de jouir à l'œuvre ? Quel processus en jeu ? Plutôt primaire ou bien secondaire ? Dans quoi était pris le désir de ces hommes qui les faisaient d'un don d'une sordide farce ? Alors, je n'ai ni patient ni psychanalysant devenu père malgré eux. En revanche, j'ai un psychanalysant devenu père malgré elle, la mère, la femme qu'il a mise enceinte. Igor, que je reçois depuis quelques années maintenant, est père d'une petite fille de presque 5 ans, faite dans son dos, donc entendez, contre son accord. Il était alors en couple avec une femme plus âgée que lui, qui soudainement l'entretint de son désir d'enfant. Désir qu'il barra clairement d'un refus catégorique. Voilà. Clairement, certainement pas tant que cela en tout cas, puisque la dame se retrouva enceinte de ses bons offices. Il quitte la mère tout à fait au début de cette grossesse, en lui disant qu'il n'est pas d'accord avec ce projet, qu'elle peut avorter, Mais devant cette force du désir de mère, hein, voilà, il s'est battu comme un beau diable pour se faire reconnaître comme le père de cet enfant. C'est-à-dire qu'il est allé trouver le juge aux affaires familiales et a fait poser un cadre pour qu'il puisse être père de cette petite fille. Il serait un heureux père, n'était la mère de sa fille. Voilà. La plupart des femmes qu'a aimé Igor étaient mariées ou en couple avec donc d'autres hommes. Ce qui nous autorise à s'interroger sur son désir alors à l'œuvre, qui est plus tenu dans une relation imaginaire spéculaire que soutenu par un symbole pris dans le bain des signifiants, c'est que ce désir n'est vu que dans l'autre. Ce désir à lui, qui était le sien, ne pouvait que se confirmer d'une occurrence, que d'une rivalité avec l'autre quant à l'objet vers lequel il tend, ou tendait le désir d'Igor. Cela dit, Igor, pour lui, la rivalité revêt une bien étrange tournure, car l'objet cause de son désir, la femme mariée, en même temps qu'il semble combler l'autre, qui jouit de cet objet, le menace tout à la fois.
On le sait, l'objet de l'envie est décevant et inconsistant, car ce n'est pas l'objet qui est en cause, mais la jouissance supposée naître de sa possession. Ce qu'on voit que l'autre a et qui nous semble absolument merveilleux. Or, de la possession, Igor ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas d'une femme, il ne veut pas d'une épouse. Il rapportera un rêve où il circule en voiture avec sa fille, sur une route strictement réservée aux hommes, quand les femmes, quant à elles, roulaient de l'autre côté, les deux voies étant séparées par un fleuve. Donc plus qu'un désir de posséder, c'est de la haine de l'autre qui semble jouir, dont il est question, et qui trouve à s'éclairer dans les souvenirs d'enfance qu'il amène en séance. Cadet d'une fratrie de 3 enfants, il a une sœur, son aînée de 6 ans, et un frère qui a 3 ans de moins que lui. Ils grandissent dans une petite ville de province, auprès de la mer. Le père, quant à lui, paysan, vit à la ferme, distante d'une vingtaine de kilomètres. La mère n'a jamais voulu de cette vie à la campagne. Des 3 enfants, il a été le plus proche de ce père, aimant les travaux des champs, le contact avec les bêtes, la vie au grand air. À la ville, il eut à souffrir de la tyrannie de cette sœur qui ne ratait jamais une occasion de le ridiculiser. Elle lui coupa un jour la moitié de la frange, après lui avoir promis de lui faire une belle coiffure, et elle l'abandonna avec cette chose à moitié coupée et à moitié délaissée. Un souvenir encore plus pénible refait surface au cours de ce travail que nous menons. Il dit qu'il s'est, alors il dit pas, il s'est rendu coupable, mais il a causé un incendie. C'est son mot, un incendie. Je reprends, un incendie. Voici ce qu'il en est de l'incendie. Son frère était bébé et lui-même jouait dans la chambre de ses parents où se trouvait le berceau de son frère. Il avait des allumettes et le feu prit au napperon sur une table de nuit. Sa mère, alertée par ses cris, accompagnée d'une amie à elle et de la sœur d'Igor, firent alors éruption dans la chambre. Sans un mot, sa mère le confina dans une autre pièce. Il dira, en séance, « J'ai été remisé ». En revenant sur ce mot d'incendie, il prendra la mesure de sa haine à l'égard du petit frère. Un autre souvenir qui concerne son père. L'image de son père, gros, fagoté comme un as de pique, traînant derrière lui une odeur de bétail, un homme dur avec les bêtes, moqué par ses copains à lui, méprisé par sa sœur, par la mère. Cette image l'habite. L'habite d'autant plus que ce père est mort. Ce père est mort dans un accident tragique à la campagne, à la ferme. Il avait alors 11 ans. Les causes de l'accident qu'on lui rapporte sont tout à fait grotesques. On lui dit que son père était ivre au moment de l'accident et que c'est en voulant rentrer le tracteur dans une grange qu'il ne s'est pas rendu compte d'une mauvaise hauteur de poutre ou de porte d'entrée dans la grange et qu'il a pris un coup à toute vitesse en rentrant le tracteur, le coup sur le front et il est tombé raide mort, voilà. Donc un père tué par son alcoolisme et son ivrognerie. Quand il retournera au collège après les vacances de Noël, donc au moment, il se souviendra d'un camarade qui lui a dit « Ton père, c'était un alcoolique », en guise de condoléances. Alors, quel rapport ont ces développements succincts, je ne veux pas, bien sûr, mais avec cette sexualité d'Igor, qui, lorsqu'il ne baisse pas avec une femme mariée,
se retrouve le jouet de femmes abusives qu'il finit toujours par haïr ardemment, si vous me pardonnez ce pléonasme. Sa mère et sa sœur toute puissantes, un petit frère très aimé de la mère, son père est lui-même remisé. Voilà la situation. Il est face à cet autre qui semble jouir d'un bonheur qui le dépossède de ce qu'il n'a pas. La sœur le dépossède, en l'occurrence. Avec ces séances, pour ce psychanalysant, s'est ouvert un long travail d'enquête qui le mènera à obtenir une toute autre version de la mort de ce père. Notamment, il apprendra les causes purement techniques. En fait, le père n'était ni ivre, ni bête. Il était aux prises avec un tracteur qui, dans ces années-là, se révélait très souvent être des engins très dangereux. Et c'est une accroche de la, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne me rappelle plus, il a les mots très techniques, de la carriole au tracteur qui a lâché et le père, en fait, s'est retrouvé écrasé. Voilà. Donc, en tout cas, une version complètement différente de la version officielle. Version officielle, je dis version officielle parce que ça a été même celle des gendarmes, qui courait encore plus de 20 ans après la mort de cet homme. Il est donc celui qui rétablit une vérité, qui lave l'outrage fait au père, et à son grand étonnement, pour le plus grand plaisir de sa mère. Il est depuis rentré dans une relation amoureuse qui a été houleuse, hachée, mais avec une jeune femme libre, c'est-à-dire pas mariée, pas prise par un autre homme. Ces derniers temps, il me dit qu'il s'est remis avec elle, et je le cite. « Elle est douce, elle est belle, elle me manquait. Et puis, quand elle m'énerve, je ne le prends pas pour moi. » Dans le séminaire le 11, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, Lacan dit « Seule cette division », il parle de cette polarité de l'activité et de la passivité. Donc, seule cette division rend nécessaire ce qui a été mis au jour d'abord par l'expérience analytique, que les voies de ce qu'il faut faire comme homme ou comme femme sont entièrement abandonnées au drame, au scénario qui se place au champ de l'autre, le grand autre, ce qui est propre à l'Édipe. Cette question, sexualité masculine, se trouve prise au champ du grand autre, trésor des signifiants. Dans les 2 autres cas cliniques que je souhaite vous présenter, il s'avère que pour tous ces 3 hommes, la fonction paternelle est très amplement abîmée, plaçant chacun de ses fils seul face au désir de la mère, et chacun ayant inventé leur façon de ce qu'il faut faire comme homme. Famille outre-marine, Alain est benjamin d'une fratrie de 3 enfants. Il a 2 sœurs aînées donc. Un père impuissant à se faire respecter par sa femme, la mère d'Alain, et les petits chiens de la mère qui se vautrent dans le fauteuil du père dès qu'il a le dos tourné, alors que celui-ci ne supporte pas les animaux dans une maison. Il y a également quelques amants de la mère. Beaucoup de disputes et de cris entre ses parents et son père qui, à chaque fois, abdique. Alain est né avec un syndrome qui altère son physique. Ce qu'il nomme, lui, un handicap, va lui coûter quand même assez cher dans sa relation avec cette mère. Il notera tout à fait incidemment, comme si il n'avait jamais vu ça venir, que des 3 enfants,
de la famille. Il est le seul que sa mère n'a pas pris le soin de faire baptiser, alors qu'elle est très croyante, va à la messe. Autre souvenir qui le montre aux prises avec cette mère. Il a 8 ans, lorsque, en vacances dans la région d'origine de ses parents, il laisse s'échapper un chien. Encore, apparemment, la mère, elle aime beaucoup les chiens. Il laisse s'échapper le chien du jardin au grand désespoir, donc, de la mère. Il retrouve le chien sain et sauf et, tout fier, se précipite vers sa mère, s'attendant à un réconfort. Elle le repoussera très sèchement. Et pour Alain, la vie en général, pas seulement amoureuse, la vie professionnelle, sa vie, est prise en étau dans cette relation spéculaire. C'est l'autre qui jouit de ce qu'il n'a pas et n'aura jamais. S'il parvient à nouer des relations amoureuses, c'est alors qu'il ne peut plus supporter aucune vie sociale, tant il se sent exposé au regard ou envieux des autres, ou moqueur des autres. La pulsion sexuelle met à mal la cohérence psychique d'Alain, qui tente de maîtriser les excitations en voulant se faire ermite et tout en le redoutant à la fois. Car avançant en âge, il voit le nombre de ses amis se réduire de façon très drastique. Pour autant, il entend d'autant moins renoncer à cette jouissance de la haine de l'autre qu'il se croit lui-même par trop manquant. Or, viser la possession d'autrui fait oublier que c'est nous-mêmes qui sommes affectés du manque. Ça nous évite d'avoir à nous regarder. Or, pour Alain, son image grevée du handicap l'accable, le renvoie inexorablement à ce qu'il dit ne pas posséder, qu'il envie si douloureusement à l'autre. Cette passion humaine qu'est la haine trouve chez Alain un comble vertigineux dont son expression est largement contaminée. Il revient très souvent sur les mots qu'il a prononcés. Il recule, il hésite, il ironise, il nie. Il procède exactement comme avec les femmes, sans parvenir à sortir de cette valse à 1000 temps. Je voulais signaler aussi à propos d'Alain qu'il n'a pas un corps, mais il est son corps, mal fichu, selon ses mots. Troisième cas et dernier, il s'agit de Paul. Paul est le fils unique. Il est le fils unique de son père et le troisième et dernier enfant de sa mère. Un père taiseux, une mère très agressive et surtout très angoissée que son fils ne devienne homosexuel. Il est à peine scolarisé en école élémentaire, en cours préparatoire, que sa mère le retire brutalement d'un cours de danse auquel il était inscrit, au motif qu'il dansait dans la cour de récréation et qu'il était le sujet de moquerie de ses petits camarades. Dixit, ça n'était même pas que Paul se plaignait à sa mère que ses copains se moquaient de lui, c'était que c'était une fille d'amis de cette femme qui était camarade de son fils et dans la même école, qui lui a dit, oui, Paul, il danse pendant la récréation et les autres se moquent de lui. Que Paul, ça ne le touche pas, cette mère n'en a cure. Elle l'enlève du cours de danse. Et sans aucune explication. Il est joué du désir de cette mère. Et toute sa scolarité sera émaillée de changements d'établissement, de décisions importantes le concernant, comme de l'envoyer dès la 6e en pension, sans jamais qu'il soit tenu informé, que ça lui soit expliqué, que ça lui soit parlé. Toujours, il est mis devant le fait accompli. Sa mère dépêchait son père, qui venait lui dire « Demain, tu vas à tel endroit ». Et lui, non plus, ne parlera ni à cette mère, ni à ce père. Au cours des trajets qu'il faisait en autocar pour se rendre dans ses pensions lointaines,
Il se faisait régulièrement rosser par les autres camarades dans le bus. Il passera son adolescence à redouter que sa mère ne perce à jour le secret de son homosexualité. À propos de ce bus, quand ses souvenirs reviennent dans la cure, il reconnaîtra dans son actualité des moments du bus. Il dira, c'est comme si je suis toujours dans mon bus, toujours à être celui qu'on rosse, qu'on tabasse. L'année de terminale, son père tombe gravement malade et mourra quelques jours après qu'il ait obtenu son baccalauréat. Lui-même, un an plus tard, sera contaminé par le VIH. Il est venu me rencontrer parce qu'il se faisait peur dans son mode de jouir, qui avait atteint des limites qui l'effrayaient, c'est-à-dire qu'il avait recours à des produits très lourds pour aboutir à cette jouissance marathonienne, comme il la nomme. Un rêve d'angoisse de ce début de cure. Dans son appartement, terrorisé, parce qu'une forme d'homme noir tambourine à sa porte. Il est très fort, déchaîné, veut rentrer chez lui, va rentrer chez lui, parce que cette forme d'homme a les clés de chez lui. Sa sexualité ne laisse pas de poser des problèmes au cadre même du travail que nous faisons ensemble. La jouissance débridée anthécède, et de loin, le principe de plaisir freudien, qui vise à maîtriser les tensions. Il s'aperçoit qu'il est en quête de mâles toujours dominants, dans ces singulières pérégrinations nocturnes, où souvent il implore « achève-moi ». Mâle dominant, cette expression va échapper et fera signifiant pour lui. C'est-à-dire que parmi ces mâles dominants, il y reconnaîtra l'image de sa mère, cette image mnésique de la mère dont parlait Laure ce matin dans son intervention. Et il aboutit à cette question, mais où était mon père ? Cette sexualité, théâtre de ce drame édipien, ne se lasse pas de mettre en scène sa passion de l'ignorance. Comme je suis indétectable, c'est-à-dire charge virale indétectable, puisqu'il est sous trithérapie, je ne couche qu'avec des séropositifs, eux-mêmes indétectables, donc sans préservatif. À ce moment-là, je voudrais vous citer Lacan qui parle de la dialectique de la pulsion, qui se distingue foncièrement de ce qui est de l'ordre de l'amour comme de ce qui est du bien du sujet. C'est pourquoi je veux accentuer aujourd'hui cette opération, les opérations de la réalisation du sujet dans sa dépendance signifiante au lieu de l'autre, du grand autre. La sexualité masculine, c'est donc l'auberge espagnole. On y mange ce qu'on y a amené. À ce niveau pulsionnel, le sexe, au sens de ce qui spécifie les hommes, de ce qui, d'une part, et les femmes, d'autre part, le sexe n'intervient pas. C'est le complexe d'Édipe qui recueille la polarité sexuelle, ouvrant au sujet la voie de l'assomption de son sexe, en tant que garçon ou fille. Sur ce point, Freud spécifie que ce sont les hommes qui sont face à une énigme, puisque c'est pour eux que la rencontre avec l'autre sexe suscite inhibition, symptômes, angoisse. La visée d'une cure aussi est que le désir ne soit plus soutenu par le fantasme fondamental, mais soit sans cesse relancé par le manque fondamental, qui en passe par le consentement à la castration symbolique. Voilà, je vous remercie.